Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. On commence tout de suite par les titres. Au Cameroun, ils sont 28 à avoir déposé leur dossier de candidature pour la présidentielle du 7 octobre. Parmi eux, Paul Biya, 85 ans, et Cabral Libi, 38 ans. L'ONU s'inquiète de la recrudescence des violences intercommunautaires au Mali, où une enquête fait état de graves violations des droits de l'homme. La normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée ne rassure pas tout le monde. Les habitants d'Engal craignent la perte de leurs terres. Fois encore, bonsoir. Au Cameroun, 28 dossiers de candidature à la présidentielle du 7 octobre ont été déposés auprès des LECAM, l'organisme en charge des élections. Le président Paul Biya, en piste pour un 7e mandat, est donné favori malgré ses 35 ans au pouvoir. Il aura en face de lui Garga Manadji et Adamoundam Djoya, tous deux candidats à la dernière présidentielle de 2011. Également au départ, Joshua aussi, investi par le principal parti, le SDF, de John Frundi, qui sera le grand absent de cette présidentielle. L'on retrouve par ailleurs dans la course Maurice Kamto, ex-ministre et président du MRC. Le célèbre avocat Keremouna est aussi partant, de même que Cabral Libi, le plus jeune des candidats, qui mise notamment sur sa popularité dans les médias et sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a radié de son secrétariat exécutif 8 cadres, dont 7 ministres favorables au rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti unifié lancé par le président Alassane Ouattara, formation politique de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui a dirigé le pays de 1993 à 1999. Le PDCI s'était prononcé contre l'adhésion au RHDP et avait demandé à ses membres de ne pas en faire partie. En République démocratique du Congo, une dizaine de jeunes de la Lucha ont été arrêtés ce vendredi à Goma devant le bureau de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ils réclamaient l'implication des autorités politiques de la RDC et du mécanisme conjoint de vérification des frontières pour obtenir la libération d'une centaine de pêcheurs congolais arrêtés et condamnés en Ouganda. Prudence Bachigé, militante de la Lucha, parle de leur action. Nous allons jusqu'à la CRGL pour demander la libération totale de nos membres qui sont retenus là-bas, les pêcheurs qui travaillent sur le lac Édouard. Nous allons faire un sit-in continuel jusqu'à ce que la CRGL puisse trouver un consensus avec le pays de l'Ouganda afin que la libération soit faite. Au Gabon, l'opération visant à débusquer les fonctionnaires fictifs se poursuit. Lancée sur 7 sites depuis mardi, elle vise le recensement des agents de l'État et l'assainissement du fichier des fonctionnaires tout en réduisant la masse salariale. Ceux qui jouissent indûment du statut de fonctionnaire de l'État seront radiés et traduits en justice conformément à la loi. C'est un reportage à Libreville de Joël Tatou. 500 agents de l'État, précisément de la province de l'Estuaire, sont concernés par cette première opération qui vise l'assainissement du fichier salarial de la fonction publique et de la mise à la retraite des agents absents pour cause de maladies de longue durée. En plus de ces deux objectifs, l'opération permettra également de préparer les audits du fichier solde et fonction publique. Je pense que nous avions eu des hommes et des femmes responsables et qui ont compris l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi il y a non seulement cet engouement, il y a aussi cette patience, parce que des gens viennent très tôt. Donc l'agent public qui sera présent aura sa rémunération comme il a l'habitude de la recevoir une fois de plus à la fin de ce mois de juillet. Cette opération consiste à récupérer les bons de caisse, vérification des documents y afférents. Après cette étape, l'agent se rend au stand où est implantée la banque dans la zone où il est domicilié
Pour présenter son bon de caisse, son compte crédité, il pourra percevoir son salaire le 25 du mois en cours. C'est très important pour pouvoir avoir une masse salariale qui est plus efficace, qu'on sache exactement qui est là, qui fait quoi. Et ça va aussi nous permettre d'améliorer pour nous-mêmes en tant que fonctionnaires, en fait, finalement, le traitement de nos propres carrières. Cet audit permettra de dégraisser les charges salariales qui grèvent le budget de l'État et de redéployer efficacement les effectifs dans différents départements. Par ailleurs, un bureau de réclamation sera mis en place au ministère de la fonction publique pour les retardataires et les réclamations. Au Mali, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies s'inquiète de la recrudescence des violences intercommunautaires. Une enquête diligentée par le chef de cette division onusienne fait état de graves violations des droits de l'homme par les milices. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Près de 300 civils maliens ont été tués cette année dans des affrontements entre milices rivales. C'est le bilan établi à l'issue des descentes inopinées effectuées par le Bureau des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Mali. La division onusienne s'inquiète des violences intercommunautaires qui menacent la tenue de la présidentielle prévue ce 29 juillet 2018 sur l'ensemble du territoire. Les communautés ont établi et créé des milices. Et ces milices ont été responsables d'abus graves contre des membres de certaines communautés. Selon la MINUSMA, au moins 289 civils ont été tués dans 99 incidents de violence communautaire depuis le début de l'année. Plus de 75% des incidents se sont produits dans la région centrale de Mopti, dont plus de la moitié depuis le 1er juillet 2018. La mission a également indiqué avoir documenté une escalade d'attaques prétendument menée par des chasseurs traditionnels, communément appelés Dozo, et des éléments des milices Dogon contre des villages principalement occupés par des membres de la communauté Fulani. Les modus operandi de ceux qui commettent ces abus graves a changé. La plupart du temps, nous avons des chasseurs traditionnels, les Donzo, qui utilisent maintenant des armes plus sophistiquées pour mener les attaques. Les Maliens se rendent aux urnes le 29 juillet pour un vote destiné à tirer un trait sur 6 ans d'agitation politique, d'attaques djihadistes et d'affrontements ethniques. La normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée après des années d'hostilité est saluée par des scènes de joie dans les deux capitales. Mais les habitants d'Engal font face à la perspective que leurs terres reviennent à l'Érythrée en échange de la paix. Une situation qui crée des inquiétudes de part et d'autre. Le point avec Blanche Sanou. Perchés sur les montagnes du nord de l'Éthiopie, les habitants du village d'Engal sont inquiets. Après la guerre de 1998 à 2000, une commission appuyée par l'ONU avait déterminé en 2002 qu'Engal appartient à l'Érythrée. Dans les démarches du processus de paix, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a décidé maintenant de respecter la frontière. Du coup, les habitants ont peur. Cette décision va diviser la population. Si les frères sont séparés, ce sera un problème. Je ne pense pas que la paix viendra. Les signaux de paix entre les deux pays ont été accueillis avec enthousiasme dans la capitale Addis Abeba, mais ici, sur le territoire d'Irob, bastion rare du catholicisme éthiopien, on craint de nouveaux conflits avec les Érythréens. Nous voulons la paix, mais nous croyons que cela ne devrait pas venir en donnant des terres. Ça devrait être comme avant, quand les frontières n'étaient pas une source de conflit. Pour certains Irob, la paix est un signe d'opportunité. Pour d'autres, c'est une chance de trouver des membres de la famille disparus depuis le conflit. Depuis que nous avons entendu la nouvelle, nous sommes collés à notre télévision. Et si les deux pays font vraiment la paix, peut-être que mon mari reviendra. Le mari des négociés a été arrêté par l'Érythrée après avoir été accusé de donner de la nourriture aux Éthiopiens pendant la guerre et elle ne l'a jamais revu. Mais avec ce rapprochement amorcé, de nombreux Irob aspirent à retrouver la situation d'avant-guerre quand les gens pouvaient aller librement et sans peur entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ravagée par des décennies de guerre, la Somalie a l'un des taux d'alphabétisation les plus bas au monde. Les gouvernements successifs restent plutôt préoccupés par les crises politiques et la menace du terrorisme au détriment de l'éducation. Bonne nouvelle cependant, un groupe de jeunes étudiants volontaires ont décidé de donner une éducation gratuite
aux enfants déplacés de leur foyer par la guerre et la famine. En Somalie, des milliers de réfugiés ne sont pas en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais grâce à une initiative des jeunes volontaires, les enfants reprennent le chemin des classes. Parfois dans des abris de fortune et les élèves assis à même le sol, les enseignants dispensent des cours de base en lecture et en calcul. Après avoir vu et étudié la situation du manque de centres d'éducation contrôlés par le gouvernement pour les communautés démunies, nous avons décidé en tant qu'étudiants d'aider nos nécessiteux dans les camps de déplacés à Mogadiscio. Ils sont près de 30 volontaires pour au moins 600 élèves âgés de 6 à 15 ans dans 4 camps de réfugiés près de la capitale. Asno, une fillette âgée de 6 ans, fait partie de ces jeunes élèves. Malgré les circonstances, elle reste bien studieuse. J'aime étudier dans cette école. Et plus tard, je vais être infirmière pour aider les gens dans les hôpitaux. Les cours donnés par les jeunes volontaires offrent une alternative aux écoles coraniques qui sont la seule autre source d'éducation gratuite. Ces bénévoles donnent des cours à plusieurs de mes enfants parce que je ne peux pas payer les frais de scolarité. Avant, je faisais tout mon possible pour que mes 2 filles aillent à l'école. Ça coûtait $20 par mois et je ne pouvais pas payer cela. On espère que cette initiative aidera certains des enfants les plus démunis du pays à rêver d'un avenir meilleur. En Libye, le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, rejette catégoriquement l'idée d'installer dans son pays des centres d'accueil pour des migrants. Dans un entretien au quotidien allemand Bild, Fayez al-Sarraj trouve inadmissible que l'Europe veuille tout à fait officiellement installer en Libye les migrants illégaux dont personne ne veut dans l'Union européenne. Très divisés sur l'accueil des migrants, les États membres de l'Union européenne avaient annoncé en juin dernier la création des plateformes de débarquement hors Union. Anatoly Antonov, ambassadeur de la Russie aux États-Unis, a annoncé dans une conférence de presse que des propositions concrètes pour la résolution du conflit dans l'Est de l'Ukraine ont été discutées par Trump et Poutine, selon l'agence Bloomberg qui cite 2 sources anonymes. Vladimir Poutine aurait proposé à Donald Trump la tenue d'un référendum dans des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine pour résoudre le conflit qui a fait plus de 10 000 morts depuis 2014. Le président américain a révélé hier avoir invité Vladimir Poutine à Washington à l'automne afin de poursuivre le dialogue. Et puis, le président Donald Trump a accusé l'Union européenne et la Chine de manipuler leur monnaie et de critiquer la Banque centrale américaine pour l'augmentation du coût du crédit. Selon lui, cela dégrade la compétitivité des États-Unis. En parallèle, le président américain Donald Trump s'est dit prêt à instaurer des taxes punitives sur tous les de plus de 505 milliards de dollars de produits chinois importés par les États-Unis si nécessaire. Au moins 4 Palestiniens, dont 3 combattants du mouvement islamiste Hamas, ont été tués vendredi par l'armée israélienne qui a mené des bombardements intensifs dans cette enclave palestinienne en réponse, selon elle, à des tirs contre ses soldats près de la frontière. Cet accès de fièvre survient au moment où de nouvelles manifestations ont eu lieu à la barrière de sécurité séparant Israël de Gaza pour protester contre le blocus imposé par l'État hébreu à ce territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Dans ce journal, nous irons au Maroc où les initiatives se multiplient pour débarrasser les plages des ordures et autres déchets plastiques. Et puis, si vous êtes en quête de rêve olympique dans le domaine du ski, vous pouvez tenter votre chance au Lesotho qui abrite l'une des 2 stations de ski en Afrique. Des sonorités à la sauce congolaise, ce sera dans Culture Hebdo avec Roger Muntou en direct de Brazzaville. Doté d'un littoral qui s'étire sur des centaines de kilomètres, le Maroc devrait être une attraction estivale hors pair. Seulement voilà, l'état de ces plages de l'Atlantique comme de la Méditerranée laisse à désirer. Déchets en plastique, bouteilles et autres ordures menacent cet atout touristique. Les initiatives pour y remédier ne manquent pas. Ainsi, une association locale a invité des plongeurs bénévoles à curer les fonds de la marina de Salé. Récit de Lily Erling. Au pied de la tour de Hassan, vieille de 8 siècles, une belle marina, des bateaux de plaisance, un paysage idyllique. En apparence seulement, car sous les eaux paisibles du Bouregrag, la vue est moins attrayante. Pour curer la marina, l'association Marjane a mobilisé tous ses plongeurs. Notre mission est d'associer le côté environnemental et le côté sportif en faisant de la plongée et de la plongée sous-marine. Et ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Après 2 heures sous l'eau, ils remontent, brandissant des détritus de tout genre. J'aimerais que les gens préservent les plages, qu'ils viennent au Maroc et qu'ils ne jettent rien dans l'eau pour qu'on puisse plonger dans une eau propre au lieu de trouver les bouteilles, du plastique et d'autres déchets. Les initiatives environnementales ne sont pas sans succès. Selon le secrétaire d'État chargé de l'environnement, une analyse de 165 plages cette année a montré que 97% des eaux sont conformes aux normes de qualité microbiologique, contre 72 en 2002. Pourtant, seules 21 sur 40 plages sont conformes aux critères du label international Pavillon Bleu. Et nous voici en sport. Yacouba Ouedraogo est avec nous, fidèle au poste. Yacouba, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir amis sportifs. Une question pour commencer. Qui va gagner la CAN des moins de 20 ans Niger 2019? La réponse ce week-end, c'est le 3e et dernier tour des éliminatoires. 3 matchs au programme demain. Malawi, Afrique du Sud, Sénégal, Congo et Gabon, Burkina Faso, bien évidemment. La tâche s'annonce compliquée pour les Panthères du Gabon, tombés 3-1 à Ouagadougou lors du match aller. Léger avantage pour le Sénégal qui reçoit le Congo à Dakar après un match nul de 2-2 à Brazzaville. 3 matchs aussi dimanche. On aura les Lionceaux indomptables du Cameroun tenteront d'obtenir un résultat à Bamako face aux Aiglons après le 1-1 à l'aller. Le Burundi voudrait refaire son retard après sa défaite 1-0 face à la Zambie. À suivre aussi Bénin-Ghana. En Europe, stop aux spéculations. Neymar restera parisien la saison prochaine. La star brésilienne a affirmé qu'il jouera avec le PSG, mettant ici un terme aux spéculations de son éventuel départ. Voici ce qu'il dit. Je reste à Paris. J'ai un contrat à Paris. Les spéculations, je crois que la majorité vient de la presse. Les journalistes ne savent pas quel était mon objectif lorsque je suis venu à Paris. Je veux triompher avec ce club et j'espère que cette saison sera merveilleuse. Neymar, dont le jeune compatriote Vinicius Junior, recruté par le Real Madrid, a été présenté aujourd'hui même à Santiago Bernabéu devant les supporters et en présence de son compatriote Ronaldo. Le jeune Brésilien de 18 ans a enchaîné les gestes techniques.
Son transfert a coûté 45 millions d'euros au club merengue alors qu'il n'avait que 16 ans. Le Real l'avait alors reprêté dans la foulée à son ancien club formateur Flamengo du Brésil pour s'aguerrir. Vinícius Junior est présenté comme l'un des grands espoirs du football mondial. Oui, Draogo, merci. On vous retrouve la semaine prochaine. Mais on ne quitte pas tout à fait le sport. Niché dans les montagnes du petit royaume du Lesotho, à quelques 3000 mètres d'altitude, l'une des deux seules stations de ski d'Afrique propose 3 pistes et un snowpark, un tout petit domaine très isolé, mais qui attire touristes et jeunes sportifs en quête des rêves olympiques. Salwa Jafari. Pour les amateurs de glisse et de sensations fortes, il n'y a rien de plus palpitant qu'une piste tapissée de neige au milieu d'un paysage majestueux. Pendant l'hiver austral, de juin à août, Thomas Frontoni échange volontiers sa planche de surf contre un snowboard. Le ski et le snowboard en Afrique australe sont incroyables. Il n'y a que 2 stations dans cette partie de l'Afrique et c'est l'occasion de rencontrer de nouveaux élèves et de visiter un nouveau pays. La principale piste de la station Afriski propose une neige artificielle d'excellente qualité. Les skieurs expérimentés dévalent la piste qui culmine à plus de 3000 mètres. Cette station improbable accueille également le seul skieur alpin olympique de l'Afrique du Sud. Connor Wilson s'entraîne ici pendant quelques semaines chaque année. Afriski m'a beaucoup aidé dans ma formation. Je ne pense pas que j'aurais pu aller aux Jeux olympiques d'hiver sans cette formation. Du haut de ses 10 ans, Tabang Moubari assure la relève. Son père, Ernest, travaille à Afriski depuis 2003 et faisait partie de l'équipe qui a construit la station. Je rêve qu'un jour, il puisse être comme Connor Wilson. Il s'entraîne avec lui quelquefois. J'espère qu'un jour, peut-être, il deviendra un grand champion de ski. Le Lesotho n'a jamais été représenté aux JO d'hiver. Et ses voisins d'Afrique australe peinent à faire mieux. Elle ne mesure certes qu'1 kilomètre, mais le rêve olympique est peut-être au bout de cette piste. Voilà, de belles images. Et donc on continue ce journal avec Culture Hebdo. Et c'est avec Roger Muntu. Roger, bonsoir. Bonsoir John. Alors vous vous trouvez à Brazzaville au Congo pour l'inauguration d'une fréquence FM de VOA Afrique. Et aujourd'hui vous commencez avec un concert. Oui, John, c'est avec une joie immense de voir tout ce monde ici ce soir, tout ce monde qui est venu assister à ce grand concert, un concert conjointement organisé par VOA Afrique, mais aussi l'ambassade américaine ici à Brazzaville, à la capitale de la République du Congo. Et ils sont venus, on a vu, tout le monde était là, la majorité, c'était beaucoup plus aussi les hommes et les femmes aussi, des médias, mais aussi les étudiants qui sont venus de partout assister à ce concert, un monde avec autant de plaisir que d'intérêt. C'était vraiment full la salle. On a vu la prestation des plusieurs artistes. C'était une joie. Tout ce monde est venu pour marquer la présence des VOA Afrique ici à Brazzaville, John. Alors, vous parlez d'artistes. Roger, est-ce qu'on peut avoir une idée de qui ils sont ou qui ils étaient? Ben exactement, comme vous voyez bien sûr un grand comme Zao qui nous a bercé tous quand on était jeunes, avec les chansons comme Soulard, comme comment c'est quoi exactement, c'est ancien combattant, tout le monde dansait, ancien combattant. Voilà, exactement, John, sûrement. ça vous dit quelque chose. Mais bien sûr, il y avait aussi la présence de Kevin Bwandé, un jeune musicien qui est aussi beaucoup apprécié ici au Congo, Brazzaville, et les comédiens qui ont aussi participé à cette émission. Il y avait aussi la présence, bien sûr, des diplomates qui sont venus assister à ce concert. C'était super cool. Alors, Roger Muntu, tel que je vous connais, vous ne devez pas être seul. Vous avez des invités à côté de vous? Tel que vous me connaissez, c'est ça. Mais effectivement, c'est vrai, j'ai des invités à côté. D'ailleurs, je vais appeler Ladigne qui va venir se mettre à côté de moi. Ladigne qui est l'organisatrice au fait de ce concert et aussi de cette visibilité de VOA Afrique ici à Brazzaville. Ladigne, c'est un grand plaisir. Là, vous êtes en direct, en live avec Washington. Dites-nous un peu, quel est l'impact que cela a créé ici à Brazzaville, l'arrivée officielle ici de VOA Afrique?
C'est toujours quelque chose de bien d'avoir une autre radio qui s'ajoute. Au Congo, on est habitué depuis des années à écouter RFI, d'autres radios. Donc, avoir l'impact d'une radio américaine, ça montre aussi l'implantation ou bien l'installation de tout ce qui est américain ou bien l'appartenance un peu du côté américain au Congolais. C'est ça, surtout ça. De voir que les Américains ou l'Amérique s'intéressent vraiment au Congo parce que depuis certaines années, la VOA c'était sur ondes courtes, donc c'était pas donné à tout le monde. Là, c'est sur FM et tous les jours, tous les Congolais peuvent y aller et c'est toujours bien. Évidemment, vous êtes congolaise, c'est chez vous ici. Est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce qu'ils vous ont dit vos compatriotes quand ils ont su que VOA Afrique? Que de bonnes choses. Bon, d'abord tout ce qui est américain, comme a dit le comédien. Les comédiens qu'on a vus. Comme a dit le comédien, que tout est fait avec classe. Et le fait que ça soit une radio américaine, déjà, le fait que ça soit américain, c'est déjà bien. On se dit que l'information est fiable, la musique est bonne et que les ondes, la radio, la technique est bonne. Ça déjà, c'est quelque chose de très bien et ça a déjà influencé. Et surtout de voir aussi la culture américaine. Je suis sûre qu'il y aura toujours un côté américain à la VOA. Et ils vont se dire ils se disent qu'ils vont découvrir un peu plus l'Amérique maintenant que c'est diffusé sur FM qu'avant. John Sassi Ladigne, qui est, comme j'ai dit, l'organisatrice même de ce concert-là et aussi de cette visibilité de VOA Afrique ici à Brazzaville. Alors, la FM qu'on peut écouter à Brazzaville sur 104.3, y compris à Kinshasa. Merci Roger et c'est un plaisir de vous avoir en direct. Merci. On reste dans l'ambiance, on reste dans la musique. Direction la France où Dépêche Mode a subjugué un public de près de 70 000 fans hier soir lors d'un concert riche en jeux de lumière et séquences vidéo. Placé cette année sous les auspices de Bollywood, le festival s'est ouvert par un traditionnel tiré de charrue en présence du maire de Carré, Christian Kouadek, et des frères Morvan, chanteurs traditionnels à la longue carrière. Je vous laisse savourer. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouverai la semaine prochaine, mais dès lundi, vous aurez rendez-vous avec Anastasie Tudièche. Belle soirée à tous.